Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight à la une de l'actualité. Ce devait être un moment historique pour l'Afrique, mais il va encore falloir attendre. Le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré a été ajourné au 7 septembre 2015 aux grandes dames de ses victimes. Remaniement ministériel à moins de 3 mois des élections générales en République centrafricaine. 6 nouvelles personnalités ont fait leur entrée au sein du gouvernement. Et puis la conférence internationale de lutte contre l'épidémie d'Ebola a pris fin ce mardi à Malabo, en Guinée équatoriale. Le point sur les conclusions de ce grand rendez-vous dans ce journal. Au Sénégal, le procès très attendu d'Hissène Habré n'aura duré que 2 jours. Les juges des chambres africaines extraordinaires ont décidé de le renvoyer au 7 septembre 2015. Un délai supplémentaire qui permettra à ses avocats commis d'office de s'imprégner du dossier. Les précisions dans ce reportage d'Ella Djindjaï, notre correspondant au Sénégal. Le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré est renvoyé au 7 septembre. L'accusé a refusé de comparaître lors des 2 premiers jours de son procès. Ses avocats ont aussi boycotté le procès qui a démarré le lundi 20 juillet au tribunal de Dakar. Après plusieurs renvois, les chambres africaines extraordinaires ont commis d'office 3 avocats pour assurer la défense de l'ancien homme fort de N'Djamena. C'est un scandale que nous dénonçons. C'est la preuve manifeste que ceux qui veulent juger Hissène Habré ne sont pas prêts à respecter les droits du président Hissène Habré. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, ou ce qui s'est passé aujourd'hui, n'est prévu que dans le cas où l'accusé n'a pas d'avocat. Or, le président Hissène Habré a bien choisi ses avocats et il a décidé que sa stratégie de défense, qui relève de sa seule responsabilité, c'est de ne pas comparaître à l'audience. Les nouveaux avocats ont 45 jours pour prendre connaissance du dossier de l'ex-président tchadien jugé à Dakar pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Au cours de l'audience de ce mardi, Hissène Habré est resté fidèle à lui-même comme au premier jour du procès en gardant le silence. Le silence, ça s'explique par le manque de courage de Habré de dire que moi, c'est vrai, je reconnais les faits, il n'a pas ce courage. Et c'est pourquoi il adopte le silence. Et donc, quand c'est comme ça, vous êtes à la justice, on vous pose des questions, vous refusez de répondre, on vous dit prenez un avocat pour vous défendre, vous refusez. Mais qu'est-ce qui reste encore? On constate et puis on continue. La procédure devait continuer jusqu'au fond et aboutir à une décision, un arrêt qui puisse ne serait-ce que calmer les victimes qui attendent depuis des années. Mais nous sommes au regret de constater que la cour ou bien la chambre d'assises fait la loi de Hissène Habré. Il faut bien mesurer le risque. Quel est ce risque? Le risque, c'est qu'Hissène Habré revienne dans 45 jours avec plusieurs options. Il y a une option qui est de dire, mais ces avocats, je ne les ai jamais rencontrés, vous m'en avez commis, moi je n'ai rien à faire des avocats, je ne veux pas être défendu. Comme je l'ai dit, le procès était légitime, et ça serait cohérent de sa part d'ailleurs. Si le tribunal ici était légitime, la désignation qui vient du tribunal est aussi légitime. Et donc, il pourrait dire, je ne veux pas de ces avocats. Bien. Il peut aussi activer les avocats pour leur demander de multiplier les incidents de procédure, déposer des exceptions d'incompétence, de récusation, que sais-je, pour à nouveau indéfiniment gagner du temps et essayer de paralyser le procès. Ces 2 journées donnent un avant-goût des 3 mois de débat à venir, un procès au cours duquel les victimes présumées de Hissène Habré n'auront probablement pas l'occasion d'entendre les explications de l'ancien chef d'État. C'est ce mardi qu'a eu lieu l'élection présidentielle au Burundi. Quelques 3,8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur président, mais peu étaient au rendez-vous. À Bujumbura, la capitale, comme en province, l'affluence était en effet plus faible que celle des élections législatives du 29 juin 2015. Il faut dire qu'en plus du boycottage de l'opposition, le début de journée a été marqué par des violences qui ont fait 2 victimes. Le résultat du scrutin est attendu dans les prochains jours. Nouveau remaniement ministériel en République centrafricaine, le 2e en moins d'1 an pour le Premier ministre Mahama Kamoun. La nouvelle équipe dévoilée ce lundi aura pour mission de conduire les affaires du pays jusqu'à l'installation d'un nouveau gouvernement issu des élections programmées en octobre et novembre 2015. Le point tout de suite avec Emmanuel Miimono. C'est le 2e remaniement ministériel en Centrafrique.
La nouvelle équipe du gouvernement de transition comprend 6 nouveaux ministres. Parmi les nouveaux promus, le magistrat Dominique Saïd Pagandji, ancien procureur de la cour d'appel de Bangui, se voit confier le ministère de la Sécurité publique. Le diplomate Samuel Rangba, haut fonctionnaire, devient ministre des Affaires étrangères. Ce mini-remaniement est vu par certains comme une volonté de donner du sang neuf au gouvernement de transition à quelques mois seulement des élections. Cela participe de la volonté de la chef d'État qui disait que chaque ministre devait être évalué par rapport à ses prestations au sein du gouvernement et les déméritants pourraient quitter aussi le gouvernement. Deuxième chose, c'est que aussi, parmi les membres du gouvernement, il y a ceux également qui ont la prétention de se plier du point de vue politique, c'est-à-dire pour les prochaines échéances électorales. Au ministère de la Réconciliation nationale, Jeannette Détois laisse la place à Lydie Florence Ndouba, haut fonctionnaire proche de l'ancien président Patassé. L'entrée qui ne passe pas inaperçue au gouvernement est celle de Sébastien Vénézui, l'ancien coordonnateur adjoint des Antilles-Balaka. Un acte d'apaisement qui s'inscrit dans le cadre de mise en pratique des conclusions du Forum de Bangui sur la paix en Centrafrique, tenu en mai 2015. Après le Forum national qui vient d'être tenu à Bangui, il était question que les filles et tous les fils de Centrafrique puissent se donner la main pour pouvoir tourner définitivement le dos passé et pouvoir regarder vers l'avenir. Donc, un membre du gouvernement qui a une attache avec un ancien président, ça ne peut pas poser de problème pourvu qu'il soit compétent. Cette nouvelle équipe gouvernementale aura pour mission de conduire le reste de la transition qui devra aboutir à des élections en octobre et novembre 2015. Pour certains analystes, ce remaniement n'aura aucune incidence négative sur le processus de transition en cours dans le pays. Il dénote plutôt de la volonté de la présidente Catherine Sambane-Panza de doter le gouvernement de personnes efficaces tout en incluant les différentes couches du pays dans un but d'apaisement. Le Cameroun marque le pas de la télévision numérique terrestre. Le pays a effectué sa transition le 10 juillet 2015 et 13 chaînes dont Africa 24 font désormais partie du bouquet expérimental qui ensuite sera élargi à une trentaine de chaînes. Voyez ce reportage de Narcisse Ndoumbe, notre correspondant au Cameroun. Le Cameroun se met à l'heure de la TNT, la télévision numérique terrestre. Moins d'un mois après le 17 juin 2015, date butoir fixée par l'Union internationale des télécommunications, la première économie d'Afrique centrale a rejoint le cercle encore fermé des pays africains ayant réussi la transition au numérique. Une transition progressive qui a démarré le 10 juillet 2015 par Douala et Yaoundé, les deux plus grands centres urbains, et qui s'étendra progressivement au reste du pays. J'annonce donc avec beaucoup de plaisir que les deux principales villes du Cameroun ont basculé déjà au numérique pour une couverture en gros de 25% de notre population. Je voudrais également pour vos téléspectateurs dire que nulle part ailleurs de par le monde, le basculement de l'analogique vers le numérique ne s'est passé du jour au lendemain sur l'ensemble d'un territoire. C'est un processus. On va toujours étape par étape. Là, nous sommes dans la phase expérimentale. Pour cette phase expérimentale qui durera moins de 3 mois, 1000 foyers seront équipés de terminaux de réception. Objectif, parfaire le système avant la commercialisation des décodeurs. Nous entendons mettre à la disposition de cette population cible 1000 décodeurs. C'est donc cette population cible, cette population témoin, que nous avons donc distribué ça et là dans les deux grandes métropoles qui vont nous dire à cet endroit, voici la qualité de la réception, à tel autre endroit, voici telle autre qualité de réception. Que nos populations ne s'impatientent pas. Lorsque tout sera fin prêt, nous leur dirons où se trouvent les décodeurs. C'est la chaîne nationale publique CRTV, Cameroun Radio and Television, qui a été désignée comme multiplexeur et diffuseur de la TNT. 13 chaînes, dont Africa 24, font partie de la version expérimentale du bouquet. Dans un proche avenir, plus de 30 chaînes y figureront. Coût global du passage de l'analogique au numérique au Cameroun, environ 110 milliards de francs CFA. À ce jour, seulement 7 pays africains ont opéré leur transition numérique. La conférence internationale sur la lutte contre le virus Ebola a fermé ses portes ce mardi à Malabo, en Guinée équatoriale. Un rendez-vous qui avait pour objectif de mettre en place des stratégies communes pour aider les pays concernés à se relever économiquement et surtout socialement. Reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale.
Œuvrer pour la restauration des pays affectés. C'est la contribution des chefs d'État de l'Union africaine ce mardi à Malabo à l'occasion de la conférence internationale contre l'épidémie. Lors des travaux, le président en exercice de l'Union africaine, le Zimbabwéen Robert Mugabe, a lancé un appel à la solidarité des pays africains pour la restauration des pays touchés. Aujourd'hui, nous allons aider les pays touchés pour qu'ils puissent avoir l'assurance nécessaire qui montre que l'Afrique est derrière eux, que nous sommes tous derrière ces pays. Et si nous devons vendre nos quantités d'or, nous devons le faire pour les aider. Même la pauvre femme dans sa communauté peut contribuer en faveur du peuple du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée. C'est de cette unité dont nous avons besoin en Afrique. Nous sommes certainement pauvres matériellement, mais nous ne sommes pas pauvres dans nos cœurs. La solidarité des pays africains s'est exprimée ici à Malabo avec une donation de 13 millions de dollars. La priorité a été mise sur la reconstruction des systèmes de santé des pays touchés et la mise en place d'un centre africain pour le contrôle et la prévention du virus Ebola. Autre point important, le renforcement des capacités pour riposter face aux urgences sanitaires sur le continent. Nous proposons que cette conférence de lutte contre Ebola établisse un fonds d'appui aux pays déclarés affectés par cette maladie, de même que la mise en place d'un centre régional d'études, de recherche et de contrôle d'Ebola, avec l'objectif d'aider les programmes de prévention et de lutte. Les dirigeants et experts des 3 pays touchés ont reconnu que la situation s'améliorait sur un plan sanitaire malgré le chiffre de 9 700 morts recensés. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.